camarades militants, c'est un immense plaisir d'être parmi vous. Je vais d'abord cadrer un peu l'intervention d'aujourd'hui. J'ai été sollicité en tant qu'acteur politique pour animer une conférence parmi d'autres dans un rassemblement de jeunes. Je sais que ça va prêter à spéculation. Nous sommes dans un pays malheureusement où l'information est tout sauf la narration de la vérité, donc on va s'en tenir à ce que l'on voit, à ce que l'on fait et ce que l'on dit. Cela fait maintenant plus d'1 an et demi que je ne me suis pas exprimé publiquement. La raison, vous la connaissez, on peut la rappeler, c'est qu'il y a une absence de conditions pour un débat libre et serein, et cela m'a conduit à investir comme vous, chacune et chacun d'entre vous, le combat quotidien par l'écoute, l'échange et le partage des expériences de terrain. Je sais bien que dans ce pays, quand quelqu'un est occupé de hautes responsabilités, les gens conçoivent ça comme une fonction définitive et qu'ils ont de la peine à redevenir citoyens. Moi, la principale fonction, la principale mission, le plus beau trésor pour moi, c'est ma liberté de citoyen. Après, on peut réfléchir à autre chose. Vous savez tous que l'histoire et l'organisation des institutions en Algérie ont fait que la grande majorité des structures, qu'elles soient de la politique ou sociale, sont partie prenante de la rente. Elles ne peuvent pas, malheureusement, s'engager dans une alternative de changement d'un système qu'elles constituent et qui les nourrit. Nous le constatons d'ailleurs chaque jour, quand une catégorie, quelle qu'elle soit, formule une demande ou revendique une adhésion à une démarche, elle exprime d'abord et avant tout une allégeance à un homme, et ceci indépendamment de ses positions politiques ou de son parcours. Qu'est-ce qu'ils vont poster, et puis pour essayer de se placer en fonction de la personne et jamais de l'idée ou de le programme. Comme moi, vous avez tous entendu des adeptes fidèles à tel ou la tel. Généralement d'ailleurs, c'est tous des anciens chefs du gouvernement. C'est des écuries d'anciens chefs du gouvernement. Comme s'il était interdit de regarder au-delà de la secte. Et on observe des vigiles, de véritables vigiles, qui sont comme ça à l'affût. Je trouve que ça me rappelle un peu les gens dans les courses hippiques. Ils sont dans les gradins, il y a le starting block, les chevaux. On parle des camarades favoris, quoi. Aujourd'hui, ça peut être Flem, demain, ça peut être Feltem, et donc, dans un climat pareil, il a fallu ne pas se laisser entraîner dans les jeux clientélistes. Et nous n'avons pas pour habitude de renoncer, nous avons toujours pour habitude de tirer vers le haut. Les rumeurs, ou les slogans, ou les propagandes, nous n'avons pas, je crois qu'on l'a souvent dit, nous n'avons pas choisi le chemin le plus facile, nous avons choisi le chemin le plus juste. Et aujourd'hui, il faut bien le dire, je sais que l'écrasante majorité de l'AEBEC sont des jeunes, ce sont des militants, vous devez, et je suis sûr que vous le savez, qu'il y a d'abord une crise politique terrible dans le pays. On n'entend parler ni de gauche, ni de droite, ni de progressiste, ni de conservateur. Il y a une espèce, en français on appelle ça de l'anomie, l'incapacité à nommer les choses. L'anomie et l'impensé, l'incapacité de penser les choses, ont réellement colonisé la scène politique algérienne. On n'est pas obligé de s'installer
dans ce genre d'écurie. Il y a d'autres démarches, il y a d'autres possibilités de faire la politique, et ceux qui nous ont précédés, je vais arriver, l'ont fait. Et je crois que lorsqu'on m'a demandé, c'était au mois de juin, Yassine est venu me voir lors de la convention organisée par le parti pour une constitution pérenne, on m'avait demandé d'intervenir sur le système, le concept, l'idée de novembre et de la Souma. Qu'est-ce qu'il en reste et quel avenir? J'ai donné mon accord et vraiment, j'interviens devant vous avec un grand plaisir parce que vous représentez le segment qui honore l'Algérie de novembre et la Souma. C'est-à-dire que vous représentez les rares catégories qui ont refusé d'être clientélisées par le système. Et on va voir, je vais essayer de vous analyser une tronçon, une partie de notre histoire, que novembre et la Soumane, ce sont déjà d'abord des étapes de rupture. Mais avant de dire quel avenir on peut espérer pour ce message, je crois qu'il vaut mieux, si vous le permettez, rappeler assez rapidement les conditions d'émergence et de construction de cette vision de novembre à la Soumane. C'est à la fois un concept et un instrument. Fikra ou wasila, les taïrs. C'est deux choses en même temps. Mais on sait aujourd'hui que c'est cette idée qui a donné naissance à l'Algérie moderne, l'Algérie que nous connaissons. En 1830, avant 1830, vous savez comment était le pays. Il me semble, tout le monde est d'accord, en tout cas les historiens et les analystes politiques sont d'accord pour dire que novembre et la Soumane sont une succession de ruptures, une somme de ruptures. Et d'abord une rupture avec l'ordre colonial, qui avait réprimé la société algérienne, déstructuré la société algérienne, et au fur et à mesure que les Algériens essayaient de résister ou de s'organiser, juste avant novembre 1954, on est arrivé à une immense crise qui ressemble à celle d'aujourd'hui, à une impasse, qui ressemble à celle d'aujourd'hui. Il y avait l'épuisement, il y avait les divisions, et il faut dire aussi, pour un certain nombre de responsables, l'illusion et peut-être même la conviction qu'il y avait une possibilité d'avancer, d'arracher ces droits dans le cadre de l'administration coloniale. المسؤولين الحركة الوطنية اللي داروا في بالهم باللي ممكن يكون تغيير في إطار النظام الاستعماري هذا. Certains l'ont fait par opportunisme, d'autres l'ont fait par conviction pour certains. Pourquoi je dis ça? Je dis ça parce que ça parle à la situation actuelle. L'absence de solution évidente. Il ne faut pas oublier qu'en mai 1945, il y a eu une terrible répression. On ne le voit pas. Donc l'absence de solution évidente avait fini par enfermer des pans entiers de dirigeants algériens dans une peur viscérale du changement. Et c'était un peu synonyme d'aventure. Et cela s'est traduit par des démissions, des reniements, ou bien, à la fin, avec Msali, l'idolâtrie d'un homme qu'on avait déifié, seul, sans sacrifice, sans effort, sans organisation, il a fait. Ça, c'est des moments d'impasse. Quand on se réfugie, quand on délègue le destin d'un peuple à une personne, ça veut dire que la société a perdu ses capacités de résistance collective. C'est des moments où c'est terrible à dire, mais c'est vrai. Je crois que c'est un peu comme l'esclave qui a peur de la liberté. Il subit un statut d'esclave, ولكن كي تهضر معاه
تقول يلا كاين اليابان لازم نحركوا لازم نجندوا يقول لك خليني tranquille, je suis dans une situation malheureuse mais je connais cette situation, je la maîtrise, je la connais. Et donc faute de percevoir une émancipation totale et immédiate, on préférait s'accommoder d'un statut peu enviable, mais dont on connaissait un peu les pourtours. L'avenir, quand un peuple a perdu espoir, l'avenir apparaît comme un trou noir. D'où l'immobilisme. Et ce qui se passait au début des années 50, on le retrouve en partie aujourd'hui. Donc, dans les années 50, et pour ne pas avoir à affronter une impasse connue de tous, parce qu'ils ont tout essayé, les élections, ils ont essayé les manifestations, ils ont essayé les organisations, le PPA, l'UDMA, les ulama, etc. L'administration coloniale avait toujours bourré les urnes, avait toujours cassé les responsables, les organisations autonomes, par l'argent, par la violence et la férée, et on se disait, il vaut mieux attendre. Il a fallu qu'une toute petite minorité, comme un seul homme à la c'est pas vrai. Les peuples algériens, le peuple algérien, comme tous les peuples, a dû être encadré, et c'est une infime minorité de jeunes, c'est pour ça que c'est important pour vous, de jeunes qui ont cassé la paralysie d'espérance pour provoquer l'élan salvateur. Donc il a fallu provoquer une rupture avec le système politique en place. Deuxième rupture, il y a eu une rupture générationnelle. Si vous voyez l'âge de tous les acteurs de novembre, ils avaient votre âge. La plupart avaient entre 25 et 35 ans. Vous dire, je crois qu'il avait 33 ans, c'était un des plus âgés. Il a fallu une immense audace pour oser affronter la quatrième puissance mondiale avec les mains nues. La leçon, elle est là, pour nous aujourd'hui. Il y avait des gens qui disaient, ils sont fous. Ben, je pas l'homme qui m'a. La France plus l'OTAN, c'est-à-dire les puissances occidentales. Et en plus, cette rupture générationnelle a permis de démystifier les charlatans illusionnistes qui faisaient perdre du temps au peuple algérien, qui égaraient et les intelligences et les énergies dans des alchimies populistes et chimériques. Donc, à mon avis, sans ce sursaut de jeunes, sans ce passage, الحركة الوطنية مستحيل تكون نوفمبر 54, c'est impossible. Les gens âgés étaient moulés, il y avait des problèmes d'intérêt, ils étaient installés, ils avaient une vie à défendre, ils s'étaient alourdis, ils étaient désespérés. Donc il y a des moments dans les nations sans tradition politique établie, et l'Algérie n'en avait pas. C'est une nation qui avait perdu ses repères historiques. Il n'y a que l'audace et l'enthousiasme de la jeunesse qui finit par faire des sauts qualitatifs importants à l'histoire. Il y a aussi, en plus de cette rupture politique et de cette rupture générationnelle, novembre et la Soumane étaient une rupture géopolitique. Les gens, aujourd'hui, disent de toute façon le colonialisme était condamné, c'était inscrit dans l'histoire, la Hassan, etc. C'était partiellement vrai, mais à l'époque où l'Algérie, le peuple algérien s'engageait dans la lutte, la colonisation était assumée et revendiquée par le monde judéo-chrétien. العالم فين هذا ما عندوش تقاليد ما عندوش وسائل لازم الاستعمار هذا باش نربيوهم لازم النظام الاستعمار هذا يبقى. Donc jusqu'au début des années 50, le colonialisme n'était pas dénoncé, n'était pas condamné. Et les jeunes le savaient. Les jeunes le savaient. Il suffit de relire la proclamation du 1er novembre 1954. Ils n'ont sollicité l'avis de personne. Ils se sont adressés aux Algériens
la seule référence, la seule convergence qu'ils ont sollicité, c'était la Fédération des États nord-africains. Et les artisans de novembre savaient qu'ils ne pouvaient compter ni sur la fraternité arabo-islamique, ni sur la solidarité socialiste, ni sur les valeurs républicaines. France a dit pour les droits de l'homme, nous sommes la patrie des droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est bon pour les blancs, pour les indigènes, c'était le carotte et le bâton. Et cette rupture géopolitique, il a fallu être d'un immense courage, d'un immense dévouement et d'une grande générosité pour son peuple pour l'assumer. C'est exactement le contraire de la culture politique, si on peut appeler ça culture politique talibane. Ils savaient tous qu'ils affrontaient un géant militaire. Ils savaient tous que beaucoup n'allaient pas survivre. C'est une immense leçon pour nous aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, celui qui veut faire la politique, il dit qu'est-ce que ça va me rapporter? C'est un contrat marchand, c'est un contrat commercial qui est en train de masquer l'engagement politique. De ce point de vue-là, les Algériens ont donné une immense leçon de civisme et de courage. Et c'était conscient. C'était pas يعني نظام تاع الزعاف قال نرولوها من بعد نشوفوا etc. عامين بعد اندلاع الثوره على بالكم جاء مؤتمر الصومال 2 ans, c'était en 56. Et c'était en gros la plateforme de la Souma, mais elle avait développé l'esprit de la proclamation du 1er novembre 54. Et quand vous lisez la plateforme de la Souma, vous lisez très clairement la révolution algérienne, je cite, la révolution algérienne n'est inféodée ni au Caire, ni au Caire, ni à Londres, ni à Moscou, ni à Washington. Donc il fallait faire une rupture générationnelle pour appeler le peuple algérien باش يفهم باللي اللي يحب يعيش حر لازم يتكل على روحه فقط. Alors évidemment, tout n'est pas exactement pareil. Le monde du milieu du XXe siècle est bien différent de celui du début du XXIe. Mais tous les peuples sont d'une manière ou d'une autre façonnés par leur histoire. Et en décodant même rapidement, comme je viens de le faire devant vous, les principales étapes du projet de novembre de la Soumane, nous voyons très bien qu'elles parlent, par exemple. Elles ont des résonances dans l'actualité. Alors aujourd'hui, après un demi-siècle, plus d'un demi-siècle d'indépendance, la quasi-totalité des États post-coloniaux construits sur la violence et la corruption ont échoué. Le problème, c'est que dans le bien ou dans le mal, on ne connaît pas la demi-mesure. Et l'échec algérien est exemplaire. Pourquoi? Parce que le combat algérien en a inspiré beaucoup d'autres et que beaucoup de peuples l'ont sanctifié. Alors comme toutes les belles choses, lorsqu'elles sont salies, lorsqu'elles sont souillées, évidemment, l'échec est plus visible, plus frustrant et, dans ses conséquences, il est évidemment plus grave que tous les autres. Ce n'est pas une révolution banale, la révolution algérienne. C'était une des toutes premières. Elle a été faite sans soutien extérieur, on vient de le dire, et elle avait décidé de construire à partir d'un ensemble de régions, on peut le dire, les Turcs, même là où la Doula, la Idara. Ils sortaient de temps en temps pour prendre les impôts. Eh bien, la proclamation de novembre et la plateforme de la Soumane ont construit un État moderne, démocratique et social. C'est quand même un défi énorme. C'est pas un pays qui avait perdu une souveraineté, un pays constitué qui avait perdu une souveraineté, qui suffisait de remettre sur les rails de l'histoire. Il fallait construire l'idée nationale.
Et c'est pour ça que cette réussite extraordinaire a fait mal, pas seulement aux Algériens, surtout aux Algériens bien sûr, mais aussi à tous les peuples du tiers-monde. C'est-à-dire l'échec algérien a contaminé pratiquement tout le Sud. Alors aujourd'hui, nous sommes un peu au début des années 50, la famille. Beaucoup d'entre vous entendent des gens qui attendent l'homme providentiel, la solution miracle. Donc les formules logiques. On délègue son destin au laboratoire, aux forces extérieures, aux forces suprahumaines, au lieu de se mobiliser soi-même. Et pourtant, surtout des élites, ils commencent par dire tout le monde dit ça. Mais quand il s'agit de se positionner ou de s'impliquer, les gens sont incapables de voir en dehors du périmètre imposé par le régime. Véritablement, il y a une aliénation mentale. Aliénation mentale. Je lisais tout à l'heure, ce matin, sur un site, bon, un site Tasrebes. Mais enfin, Saïd Saadi va parler à Courem, il parle parce qu'Ali Bekris a parlé, alors que ça fait depuis maintenant 6 mois qu'on a décidé de faire ça. Et il ne lui déplairait pas qu'un homme comme Ali Bekris, qui déteste Bouteflika, que lui-même déteste, se présente et qui le soutienne. Ils ont décidé pour nous qui on va soutenir, qui on déteste, qui on aime, la Hassan, etc., etc. Tout ça, évidemment, ils ne peuvent pas comprendre que c'est une activité d'un parti politique extérieur, du Runga, et qui est là pour leur empoisonner la vie, Mbara. Ils sont littéralement sclérosés, mentalement sclérosés. Le monde n'existe pas. Il tourne en circuit fermé. Et quand c'est pas fait etc. Mais regardez au-delà, essayez d'ouvrir des perspectives au pays, alors que tout le monde dit que c'est le système Hada qui a ruiné le pays. Non, non, ça ne passe pas. Et ça, même les élites sont dans cette démarche. Même les élites sont dans cette démarche. En tout cas, la grande majorité. Alors, il y a une quinzaine de jours de cela, on m'a ramené un document. C'est juste pour expliquer l'aliénation, la mentalité d'esclave qui refuse de se séparer de son maître. Il va يكسروا يخدم به 24 ساعة في النهار mais ما يهمش. Alors il y a un avocat algérois, allez, on va être généreux, on ne va pas dire son nom. Il a des prétentions politiques sahasiyassiya jazairiya. Il a décidé de prendre l'initiative, pourquoi pas, moi j'ai rien contre. Je milite pour que les citoyens disent et fassent tout ce qu'ils veulent. Il a décidé de lister un certain nombre de personnages du pays. Évidemment, là, même ça compte, comme disait l'inspecteur, de diverses sensibilités. Mais ça ne me gêne pas. D'ailleurs, c'est très bien de ne pas faire partie de cette liste, parce que ça aurait été grave. قال لازم تغيير جذري. طيب très bien, bon changement. Et il demandait à tous les gens qu'il a listés de signer l'appel à Hada pour un changement radical. Et dans la conclusion, néanmoins, nous allons demander la bénédiction des services de sécurité. Voilà Yarmi, le niveau de la grande majorité des élites politiques algériennes. Il faut une rupture radicale, mais il faut que ce soit Hadek, celui qui fait fonctionner la boutique Hadek, qui lui donne les clés de... C'est une mentalité de soumission qui n'arrive absolument pas à s'émanciper, à retrouver un minimum de dignité et de liberté de pensée. Alors évidemment,
quand vous discutez avec les uns et les autres, tout le monde est contre la corruption. Mais si c'est son chef, il peut dire ça dépend. Mais si c'est mon chef, chef de clan تاعنا اللي يرجع للسلطة même النظام هذا يبقى كيما راه هو يسقمها. Alors je sais pas comment avec les mêmes instruments, les mêmes lois, les mêmes méthodes, les mêmes abus, tu vas avoir un résultat différent. ومن بعد تهضر مع واحد آخر qui lui est affilié à un autre. يقول لك نفس الشيء. Et tu passes sur le troisième. C'est pareil. Je veux dire, on ne peut pas accepter de se laisser entraîner dans une mare à canard qui m'a dit, quoi. C'est pas comme ça qu'on fait de la politique. Et je crois qu'aujourd'hui, l'essentiel, on ne va pas généraliser, mais l'essentiel des acteurs politiques et sociaux sont à peu près habités par la même appréhension, la même inhibition, le même blocage que ceux qui ont bloqué, qui ont essayé de bloquer l'élan révolutionnaire dans les années 50 et qui a abouti, vous savez, à la crise du PPM-TLP avec le Cuba et la Fédé. Alors vous voyez bien qu'il y a toujours des analogies qui, en l'espace d'un peu plus d'un demi-siècle, se répercutent. Sur le plan des mentalités, du fonctionnement, l'arbitraire du régime colonial et le régime actuel, on serait tenté de dire, et d'ailleurs il y en a qui ne s'en privent pas, qu'il suffirait presque de remplacer Colonna par nomenclatura pour se retrouver 50 ans en arrière, ou 60 ans en arrière. Il y a des similitudes évidentes entre le régime actuel et le régime colonial. L'abus, l'exercice, dans l'exercice du pouvoir, la manière de coopter le pouvoir, de confisquer le pouvoir. Actuellement, c'est une tribu qui a confisqué l'Algérie. Zmel, c'est une minorité de colons. C'était l'Européen centriste. Donc il y a une similitude formelle qui est apparente et qui est réelle. Mais je crois qu'elle ne vaut pas le sang pour l'avenir. Parce que les gens qui pensent qu'ils peuvent utiliser les recettes du colonna pour rester au pouvoir et continuer à confisquer l'Algérie se trompent. D'abord, vous le savez tous, il y a la révolution numérique qui a bouleversé la relation entre les citoyens. Il est extrêmement difficile d'isoler un citoyen aujourd'hui. Et il est très difficile à un régime, même totalitaire, et le nôtre l'est, de manipuler longtemps les masses. Parce que, bon, la télévision, on sait que mais on sort tous d'ici, on va aller sur Internet, on voit ce qui se passe, et la créer, donc ça nous en... Ils ne peuvent pas. La dictature, c'est le conditionnement et la peur. Donc l'instrument du conditionnement et de la peur a disparu. Et à mon avis, la police politique algérienne, jusque-là qui était maître absolu du pays, a présumé de ses capacités à survivre après la chute du mur de Berlin. Elle n'a pas compris qu'il y a des rotations historiques qui nécessairement allaient amener des changements importants. Alors, la recette à home, vous la connaissez, il faut pousser les gens les plus corrompus au sommet de l'État, il faut théoriser profunes pour pas qu'il y ait de convergence, de regroupement, de débats, de politique et de contestation. Et il faut essayer de contrôler les médias. Bon, il contrôle les médias nationaux, il ne peut pas contrôler la toile. Je crois que le DRS a surdimensionné actuellement des process archaïques. Ce qui pouvait fonctionner dans les années 60, 70 ou même au début des années 80 ne fonctionne pas avec la même efficacité, en tout cas aujourd'hui. De leur côté, Thanot Aguinsen, le chef de l'État, qui ne relie rien, qui s'est dit qu'il est là, il ne relie rien des tentations totalitaires de ses adversaires actuels. Hein. Il commet sur un registre différent, mais il commet une erreur de même nature.
Lui, actuellement, je sais que les journalistes vont sauter là-dessus. Moi, je n'ai pas de problème particulier avec Bouteflika. Il pose problème parce qu'il est dangereux pour le pays. Et il ne vaut pas plus que DRS. Donc, je ne vous demande pas de présenter cette conférence comme étant un règlement de compte en prenant parti Flel pour le Fektel, ce n'est pas vrai. Cela étant dit, ça n'excuse pas sa responsabilité. Le rêve de Bouteflika, c'est de la tentation politique de Bouteflika aujourd'hui, c'est le modèle syrien. C'est-à-dire une minorité qui doit contrôler l'ensemble de la collectivité nationale. La formule, c'est une faute. D'abord, elle est dangereuse et elle est vaine. La formule assadienne qui a marché dans les années 70 est absolument inopérante dans un pays comme l'Algérie et qui plus est en 2013. On ne peut plus construire l'autorité nationale par la fidélité tribale, comme l'avait fait la famille Assad. Je crois qu'il se fourvoie et qu'il expose l'Algérie à des risques sérieux, à des dangers sérieux. Mais les oppositions ont amené deux clans, qui sont réels, quand il s'agit du partage de la rente. Je sais que je ne serai pas entendu par notre presse, parce que ils ont peur de l'Algérie, son service spécial, son police politique. Donc il y a un accord, il y a une opposition quand il s'agit de contrôler la rente, mais elles n'ont rien d'antinomique, elles ne sont pas contradictoires. Elles ont le même ADN politique. Il y a un tropisme, un élan, une tentation vers l'opacité, la violence, d'ailleurs qu'elle soit physique ou symbolique. Il y a plusieurs manières de le faire. Mais fondamentalement, c'est pour ça qu'il ne faut pas se laisser entraîner. Voilà, c'est tout. Et si l'Algérie aujourd'hui, nous sommes tous humiliés, moi j'ai mal pour mon pays quand je vois ce qui se passe actuellement, et si l'Algérie aujourd'hui est aussi facilement captive d'un homme grabataire, c'est que la police politique a bien fait le travail en amont. Ce n'est pas l'Algérie de Rabban ou l'aide de Mkhidi qui aurait accepté ce qu'on est en train de nous faire subir aujourd'hui. Qui est-ce qui a stérilisé le pays? Qui est-ce qui l'a étouffé? Qui est-ce qui a essayé de corrompre les institutions et les hommes? Et donc, qui est-ce qui a fragilisé la nation? C'est la police politique. C'est l'héritier d'une politique qui a été menée depuis 1957. Parce que c'est pas la peine, encore une fois, c'est pas la peine de cibler les hommes. C'est un appareil qui a confisqué le jeu politique pour l'enfermer dans des labyrinthes. Donc, s'il ne fait pas c'est que réellement on a transformé l'Algérie en cadavre politique. Il y a encore 10-15 ans de cela, un bonhomme quel qu'il soit amène 20 ou 30 personnes de sa tribu et le lendemain vous aviez un séisme, un tremblement de terre, et vous avez des centaines de milliers d'Algériens qui étaient dans toutes les villes. Et bien voilà, le fait d'avoir réprimé, déstructuré, infiltré les partis d'opposition, etc., ils ont fini par transformer le corps Algérie en cadavre politique. Et c'est ce qui permet à un homme comme Bouteflika de se comporter en despote. Alors, je crois que si nous devions faire une intrusion dans l'actualité, ce n'est pas le but de la conférence, mais enfin, bon, on a dit qu'il y a des résonances dès le mari ou le chadar. Alors, nous qui sommes réfractaires et étrangers aux joutes cliniques, je crois que nous pouvons vraiment dire que l'esprit de novembre et de la Soumam recommande le démembrement de la police politique. C'est un préalable républicain. Mais l'esprit de novembre et de la Soumam engage à défaire le pouvoir tribal comme finalité démocratique. Donc on ne va pas dire Ma'aflan ou la C'est deux mâchoires d'une même tenaille.
Et je crois que nous avons raison de penser que le malheur algérien, la solution au malheur algérien, est nécessairement extérieure à un système qui aujourd'hui est dans une impasse. C'est la quadrature du cercle. Oui, pourquoi? Ils ont détourné, ils ont capté le pouvoir. Si jamais ils lâchent une ouverture politique, il faudra qu'ils rendent des comptes. Donc, ils sont convaincus qu'ils doivent garder le pouvoir pour se protéger. Je ne sais pas si vous voyez le cercle. Ils confisquent le pouvoir pour voler, ils doivent garder le pouvoir pour se protéger. Donc voilà à peu près le cercle vicieux dans lequel ils se sont enfermés. C'est pour ça que je dis qu'il n'y a pas de solution à l'intérieur du système. C'est naturellement que ce système n'est pas amendable et c'est naturellement qu'on arrive à la même conclusion que celle à laquelle sont arrivés nos aînés avant 1900, à la fin des années 50, quand ils ont compris qu'il n'y a plus possibilité de jouer, de se mobiliser, d'évoluer dans le système colonial. Alors vous allez me dire, quid de l'avenir de l'Algérie de novembre et d'Assouma, puisque M. le maire aussi a eu l'amabilité de m'interpeller là-dessus. Mais je crois d'abord qu'il faut commencer par dire que l'Algérie de novembre et de l'Assouma est à peu de choses près le contraire de ce qu'elle est aujourd'hui. C'est à peu près l'inverse. Ce que nous vivons aujourd'hui, c'est l'inverse de ce dont on rêvait et pour lesquels se sont sacrifiés les artisans et les concepteurs de la libération nationale ont défini un consensus, une stratégie et un objectif. Le consensus, ils sont arrivés à un accord pour dire qu'il n'y a plus possibilité de postuler, de spéculer sur une évolution du système colonial. Ça, c'est un consensus. La stratégie, il y avait les ulama, il y avait le Parti communiste, il y avait le PPRD, il y avait l'UDMA et la khir. Nous formons, personne ne doit renier ses convictions politiques. C'est une grande leçon de tolérance. Mais personne ne doit essayer d'imposer ses positions politiques. C'est une grande maturité politique d'être en mesure de dégager un consensus et de le respecter. L'objectif, c'était l'indépendance nationale dans le cadre de la Fédération des États nord-africains. Le jeu était clair. Le jeu était clair. Alors, comme toujours, il y a toujours la proclamation de novembre 54 qui annonce les principes généraux, et il y a la plateforme de la Soumam qui vient préciser, décliner, en termes institutionnels, politiques, doctrinaux, idéologiques et affaires, le sens général de Nidahadith en novembre 54. Alors, par rapport à ce triptyque, consensus, stratégie et objectif, consensus, la plateforme de la Soumam a ajouté quelque chose, a précisé quelque chose, en préconisant, vous le savez tous, la primauté du civil sur le militaire. Qu'est-ce que ça veut dire, primauté du civil sur le militaire? Ça veut dire qu'après avoir réhabilité la matrice nationale par la lutte armée, aucun homme, aucune idéologie, aucune organisation ne peut se substituer au peuple souverain. Et ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, c'est de la trahison de ces principes. Et pourtant, chaque fois, il faut relire quand même ces trucs. Il y avait bien des tentations de zaïmisme, d'arbitraire, d'islamisme, de conservatisme, qui essaient de peser sur le mouvement national
Et je vais vous dire une phrase qui n'est pas connue dans la plateforme nationale, dans la proclamation du 1er novembre 1954, mais elle est révélatrice sur la volonté, la vigilance de ne pas retomber dans le populisme. Les Algériens ne laisseront jamais leur culte de la patrie dégénérer en un nationalisme chauvin, étroit et aveugle. Ça, c'est la plateforme nationale. La patrie, oui, le nationalisme, non. Donc, le FLN, qui était à l'origine de ça, avec le parti nationaliste. Et ça passe, ça ne choque personne, voilà. Le chauvinisme, vous le voyez chaque jour dans la presse. À chaque fois que nous, on contacte un dirigeant étranger, Kaïta, ou ils ont le droit. Donc ce chauvinisme, ce sectarisme, ils ont essayé de le dénoncer dans la plateforme de novembre 1954. Et comme toujours, la plateforme de la SOMAM est arrivée pour préciser un peu ce genre de précaution. Et dans la plateforme de la SOMAM, vous pouvez lire noir sur blanc, la guerre de libération nationale n'est pas une guerre de religion. Alors je vous rappelle ces textes fondateurs, notamment les jeunes, il faut les revisiter pour nous armer contre les sorciers politiques hindous qui ont commis, à mon sens, un des plus grands hold-up historiques des temps modernes. C'est un hold-up. Et c'est dangereux quand on triture l'histoire. C'est très très dangereux. Vous pouvez le tromper sur le plan économique, vous pouvez faire une institution qui ne marche pas très bien, vous pouvez prendre une décision qui s'avère être une erreur. C'est pas très grave. Il faut éviter la boulette, mais c'est pas très grave. Mais lorsque dans une société il y a des gens, les khouchouf tarikh, les qualités il n'y a pas d'exception à la règle. La manipulation de l'histoire et la trahison de la mémoire ont engendré systématiquement l'affaissement de la morale collective et, par la suite, l'effondrement des nations. Quand l'histoire est objet de falsification, c'est que la régression est en marche. Il faut que vous soyez vigilants. Ma génération n'a pas échappé à cette tentation. Quand je lis ce qu'on écrit sur la ville 80, ou sur la fondation de la Ligue algérienne des droits de l'homme, je peux vous en parler. J'ai les cheveux qui se dressent sur la tête. Des gens qui étaient avec nous ont fait autant, sinon pire que les FLN, dans la manipulation, dans la falsification, etc., etc. Pourquoi je vous dis ça? Ça veut dire que s'il y a une diminution de la vigilance, la tentation totalitaire peut s'immiscer dans n'importe quel combat, à n'importe quel moment, et tenter n'importe qui. Donc, sur le plan mémoriel, du capital mémoriel, il faut absolument que les uns et les autres soient vigilants. Il faut faire des séminaires, il faut fixer des témoignages pour empêcher les autres de tricher sur la mémoire. Parce que lorsqu'on capte, on confisque la mémoire d'un peuple, qu'on met des contre-vérités, le peuple est soumis, classe. Vous l'avez dépossédé de ses référents. Et ce qui se passe en Algérie, Lyon, c'est terrible quand même. Un combat mené au nom de la liberté, de la modernité, de l'État démocratique et social, du respect de la pensée et du culte. On vient de dire dernièrement, là, juste avant de rentrer ici, que des salafistes sont en train de passer dans certains villages, c'est et toujours en se réclamant, etc., etc. Alors que le combat pour la libération nationale a été mené pour des valeurs et des principes exactement contraires. Et bien ce combat-là a dégénéré dans une espèce de poubelle politique où le mensonge, le vol et la violence sont au cœur de la construction du pouvoir. Au nom d'un message, l'État l'axe,
qui a dit exactement le contraire. C'est pour ça que c'est pas... L'histoire, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est pas quelque chose de, comme ça, d'évanescent, de transparent, c'est quelque chose de très... qui conditionne notre vie de tous les jours. Et quand on en arrive à cette forme de perversion, lorsque la majorité ne cherche plus à se libérer d'un déni de citoyenneté, mais au contraire qu'elle s'échine pour se faire recruter par l'oligarchie dominante, c'est que la culture de la soumission a dépassé toutes les bornes et qu'elle a même investi les institutions. Nous sommes exactement dans l'impasse, la congélation politique que les Algériens ont connue avant novembre 1954. Et là, il faut de l'innovation culturelle, il faut un choc politique et il faut un nouvel élan générationnel. Je crois qu'il n'est jamais superflu de le rappeler. Vous regardez l'histoire de l'Algérie contemporaine, depuis la naissance de l'étoile nord-africaine. Vous prenez l'étoile nord-africaine, depuis l'étoile nord-africaine, en passant par novembre 54, en passant par avril 80, en passant par octobre 88, à chaque fois qu'il y a un sursaut sanitaire, c'est la jeunesse qui l'a déclenché et qui l'a subi. Il n'y a pas d'exception à la règle. Donc, la responsabilité, à vous le terme. On ne peut pas continuer comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, il n'y a pas eu de démarche, à part 1980, je le dis, où c'était un mouvement structuré qui disait clairement voilà nos revendications, voilà notre démarche, voilà notre objectif. Jusqu'à présent, il n'y a, quel que soit le secteur, hein, soit politique, soit socio-professionnel, il n'y a pas eu de démarche où les gens se sont battus, avec le risque que ça implique, pour arracher la démocratie. Les virtualités de pluralité, c'est des débris d'une infraction démocratique qui a été imposée. Mais ça ne marche pas quand c'est comme ça, c'est attribué, c'est octroyé. Et dans la réalité des faits, je vais encore faire quelques amis, le clientélisme du parti unique, à part la version, pas de fausse modestie, est dupliqué dans la quasi-totalité des sigles. Ils fonctionnent tous sur le même registre. Les sigles changent, mais l'organisation, la gestion, le fonctionnement politique sont des déclinaisons de la mentalité du parti unique. Pareil pour la presse. Pareil pour la presse. La quasi-totalité des titres sont des versions plus ou moins liftées des organes des années de plomb. On ne se transforme pas du jour au lendemain en acteur ou en instance efficiente, performante, crédible, lorsque en amont, on n'a pas été préparé et pour dire lorsqu'on n'a pas payé pour avoir le droit d'être libre et autonome. La liberté ne se donne pas, elle s'arrache et se protège. Je crois que nous sommes comme ça, il y a des cycles historiques dans la vie des nations, où les bricolages, les tentations, il faut du temps hein, pour que les gens admettent que les petites solutions, les faux semblants à la vie ne sont plus d'actualité. La refondation éthique, politique et institutionnelle est à l'ordre du jour. Qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. La seule question qui se pose, c'est que plus on perd de temps, plus la facture sera lourde. Ils le savent tous. شنو هو خايفين قال نحلوا شويه برك لا صغيره هكذا il y a une tornade qui va nous emporter. Et je crois pouvoir dire, parce que j'ai réfléchi un peu là-dessus, que Novembre et la Souma ont réussi d'abord parce qu'une nouvelle génération a compris qu'il y a des périodes précises dans l'histoire où il faut savoir s'émanciper des instruments et des méthodes d'un système incapable de s'adapter
au présent et de s'accommoder de la liberté. Le système politique algérien est absolument inéligible à l'organisation transparente de la cité. Il est inéligible. Novembre et la Soumane, néanmoins, je me permets de le dire parce que je suis un peu plus âgé que vous, ne sont ni une recette ni une formule. Quand on va les appliquer, on va avoir les résultats. Ce n'est pas de la magie. Ce sont des leçons. Les deux événements sont des leçons. Donc c'est une pédagogie qui est portée par deux choses, des valeurs et de la volonté. Et lorsque elles sont entendues par l'homme avec un grand H, qui a conscience de ses droits, Novembre et la Soumane aident. C'est efficace et c'est utile. Alors Novembre et la Soumane ne nous diront pas qu'est-ce que nous devons faire concrètement aujourd'hui. Quelles sont les actions, quelles sont les priorités, comment les mener, etc. etc. Mais je crois que ces deux événements nous ont appris plus que ce qu'aurait pu nous apprendre une formule. Et nous ont appris qu'en politique, et lorsque l'on travaille pour le droit et la justice, quand on veut, on peut. Et ça n'a pas de prix. Je me rappelle, lors de la création du RCD, on sait bien que tout le monde voulait bouger, etc., mais les gens se posaient des questions, c'était le parti unique, où va-t-on, etc., etc. Moi, je vous dis exactement qu'est-ce que j'avais dit à Moustapha Bachir Farhat. J'ai dit, moi, je ne repartirai pas en prison pour dire à la Cour de sûreté de l'État, il n'y a que nous qu'on nous trompe, on met là. Alors, cette fois-ci, si on repart en prison, je vous garantis que je saurai pourquoi, donc on va fonder un parti, les deux ont marché. Mais il fallait essayer de sensibiliser les autres camarades, c'était audacieux, c'était le parti unique à l'époque. Alors évidemment, on a dit à la belle Rumbeli, à Idjaïa, à Hasson, tu parlais du coup, on était au courant de lui. On savait qu'on allait repartir en prison, mais on s'est dit, si on doit repartir en prison, au moins qu'on sache pourquoi. Et donc j'avais fait une lettre de sensibilisation, d'un message que j'avais adressé à tous les gens susceptibles de participer à cette aventure. Et je leur avais dit qu'à chaque génération, à chaque époque, ses exigences, je crois que chacun s'en rappelle, chaque époque, ses exigences, chaque génération, sa mission. Donc vous aurez, vous aussi, à devoir vous organiser, à devoir vous structurer, à devoir vous inspirer de cet immense message de Novembre et de la Soumane qui fait que l'apparence d'un rapport de force qui peut vous décourager n'est jamais définitive. Encore une fois, ce n'était pas gagné contre la France en 1954. Pas gagné. Ils l'ont fait et ça a abouti. Nous sommes dans une résonance de l'histoire. Aucun pouvoir illégitime ne peut durer contre la volonté. Aucun pouvoir illégitime ne peut durer contre la volonté. Que le baril soit à $100, qu'ils aient 200 000 policiers, qu'ils essayent de produire des lois liberticides, ça ne marchera pas. Je me rappelle, je suis à Yakouren, je crois que le président vous a rappelé hier que c'est ici, Yakouren, que nous sommes rassemblés quand nous sommes sortis de prison en 80. C'était interdit. L'activité, notre société, les Émirats, fnefel el faqat. Eh bien, nous avons réussi, nous sommes rassemblés ici, nous avons produit une plateforme et nous avons ébranlé le parti unique. C'est avril 80 qui a ébranlé le parti unique. Nous n'avions ni argent, ni armes, ni journaux. Et on l'a fait. Vous avez Internet. Vous avez, pour ceux qui sont militants, un cadre politique. Vous avez la chance même d'être dans le parti qui a structuré le projet alternatif que tout le monde revendique aujourd'hui.
vous avez une continuité dans la transmission des valeurs morales, et c'est important en politique, qui s'est faite d'une génération à l'autre. Vous êtes beaucoup plus armés que nous en 80. Alors voilà, vous devez vous battre. C'est le moment, c'est l'heure de la jeunesse. Il ne faut pas attendre des générations qui vous précèdent qu'elles fassent le travail. Elles ne sont plus capables de réagir au sens physique du terme, hein, et psychologique, de trouver l'énergie et l'enthousiasme pour faire face à la situation. Ça ne vous empêche pas de garder contact avec ceux qui vous ont précédés pour que la transmission des valeurs se fasse. Et pour ma part, et tant qu'il m'en restera, ma génération, mon énergie vous est acquise, et mon expérience, avec ses acquis et ses déconvenus, est à votre service. Si elle peut vous aider, je vous remercie. Merci, docteur, une autre fois. Personne avait posé des questions. Qui veut intervenir? Oui, on a posé des questions, mais j'ai fait